Alors si je prends une petite charge de ma poche et je la place au point P, à une certaine distance r du centre de ce dôme de Van der Graaf, eh bien aussitôt, cette petite charge va entrer en interaction avec le dôme du Van der Graaf. Ce qui veut dire deux choses. Aussitôt, le Van der Graaf va exercer une force sur cette charge d'essai. Si le dôme est négatif, cette force va être dans ce sens-là. Et le système entier en interaction va acquérir de l'énergie potentielle. Alors pour la force, on avait expliqué l'apparition de cette force à distance. Le dôme et la charge peuvent être séparés par du vide. L'apparition de cette force à distance par l'existence d'un champ électrique qui était généré par le dôme du Van der Graaf, donc par la charge source, et qui remplissait l'espace. Et de telle sorte que la force électrique subie par la charge d'essai qui est plongée dans le champ électrique provenait justement du fait que cette charge était plongée dans le champ électrique. Donc elle interagissait avec ce champ électrique. Eh bien on peut faire exactement la même chose pour l'énergie potentielle électrique. Pour expliquer l'apparition de cette énergie potentielle électrique, on peut supposer qu'avant même d'avoir introduit cette charge d'essai, il existait déjà une sorte de champ d'énergie qui était généré par cette charge source, un champ d'énergie qu'on note V et qu'on appelle potentiel, de telle sorte que lorsque la charge Q est plongée dans ce potentiel, le système acquiert une certaine énergie potentielle électrique. Donc en comparant ces deux relations, on voit que le potentiel est à l'énergie potentielle exactement ce que le champ est à la force. Et là, il convient de bien distinguer potentiel et énergie potentielle. Tout comme le champ généré par la charge source existait avant même que j'introduise cette charge d'essai. Ce champ remplissait tout l'espace, c'était donc une fonction de l'espace qui était générée par la charge source. Elle est propre uniquement à la charge source. De la même manière, ça c'est le potentiel est aussi une fonction de l'espace et il est généré uniquement par la charge source. Ce qui n'est pas le cas des forces et des énergies. Elles n'existent que une fois que j'ai introduit la charge d'essai. Une fois que j'ai introduit la charge d'essai, alors il y a une seule valeur de force et une seule valeur d'énergie qui dépend que de la différence de position entre ces deux-là. Alors que le champ électrique et le potentiel sont des fonctions de toutes les positions dans l'espace. Elles prennent donc un nombre infini de valeurs. Alors maintenant, pour définir les unités du potentiel, on peut réécrire cette équation en isolant le potentiel V, et on voit qu'on peut l'écrire comme l'énergie électrique divisée par la charge d'essai. Ce qui veut dire que les unités de ce potentiel sont des joules par coulomb, mais en fait personne ne dit ça, on donne un petit nom à cette unité composée et on appelle ça des volts en l'honneur du grand physicien Volta italien au XVIIIe siècle qui a travaillé là-dessus. En valeur absolue, on peut interpréter donc ce potentiel comme de l'énergie par unité de charge. Ou mieux dit, en valeur absolue, c'est le travail que je devrais faire pour amener cette charge depuis l'infini jusqu'en un point P. C'est donc une fonction de P. Mais moi j'aime bien aussi le penser en termes de niveau d'énergie. Le potentiel en P, ce n'est pas une énergie, c'est une sorte de niveau d'énergie en P. Imaginez qu'on a ici un potentiel de 10 kV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, une fois que j'ai amené cette charge petit q, disons que c'est 1 coulomb, et que je l'ai amenée depuis l'infini jusqu'ici, une fois qu'elle est plongée à ce niveau d'énergie, qu'elle se trouve à ce niveau d'énergie, cette charge de 1 coulomb aura une énergie de 10 kJ. Et maintenant, on peut utiliser cette équation-là pour pouvoir définir une équation pour le potentiel en fonction de la distance dans le cas d'une charge sphérique ou ponctuelle. Parce que uniquement dans ce cas-là, pour une charge sphérique ou ponctuelle, on sait écrire l'énergie potentielle électrique. Donc j'ai qu'à diviser par la charge d'essai et je trouve que le potentiel
en fonction de la distance radiale, puisqu'on a une symétrie sphérique pour une charge, pour une distribution sphérique de charge, une charge source sphérique, ce sera rien d'autre que K Q sur R. Mais ça aussi, on peut l'écrire, on le voit souvent, sous la forme de Q sur 4pi epsilon 0 R. Je rappelle que K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Maintenant, il convient de se poser la question du signe du potentiel. En effet, l'énergie potentielle électrique est scalaire, elle peut être positive ou négative. Elle doit donc être liée à un potentiel qui est scalaire et qui peut être positif ou négatif. On va s'assurer maintenant que le signe du potentiel ne dépend que de la charge source, du signe de la charge source, et qu'il est cohérent avec la définition du potentiel. Alors on va considérer tous les cas de figure. Imaginons qu'on ait une charge source positive. Si on place à son voisinage une charge d'essai positive, je sais que l'énergie potentielle d'interaction entre les deux est positive. J'aurai U positif. Et il faut que ce soit cohérent avec cette équation. Or, Q, charge d'essai, est positive. Il faut donc que pour avoir une énergie potentielle positive, j'ai aussi un potentiel positif. Potentiel positif. Et si j'avais introduit une charge d'essai négative, eh bien, l'énergie potentielle d'interaction devrait être négative, mais ma charge d'essai cette fois est négative, donc il faut que le potentiel soit encore une fois positif. Ce qui veut dire que pour une charge source positive, le potentiel est toujours positif, quelle que soit la charge d'essai. Donc il ne dépend pas de la charge d'essai. Donc cette définition est bonne. Donc je vous laisse faire exactement le même raisonnement pour une charge source négative et vérifier que dans ce cas-là, le potentiel sera toujours négatif. Donc le signe du potentiel, c'est le même que celui de la charge source. Ce qui veut dire que dans notre équation, pour le potentiel d'une charge source ponctuelle, le signe est déjà inclus dedans. Une charge source ponctuelle positive va produire un potentiel positif, charge source négative, potentiel négatif. Maintenant, que vaut le potentiel en P si le point P est au voisinage de plusieurs charges sources ponctuelles? Eh bien, vous vous souvenez que pour trouver le champ électrique en P qui était généré par ces deux charges sources, il suffisait d'additionner indépendamment les champs générés par Q1 et par Q2. Donc si Q1 est positif, je vais avoir un champ, disons, comme ceci. Q2 est négatif, un champ électrique comme ceci. Et la somme vectorielle des deux nous donnait le champ E en P. Eh bien, on peut faire exactement la même chose de manière scalaire avec les potentiels. Le potentiel au point P, c'est la somme des potentiels générés par la source 1 et par la source 2. Parce que si je plonge n'importe quelle petite charge d'essai, petit q ici en P, cette charge va donc être plongée dans le champ d'énergie, dans le niveau d'énergie qui est égal au potentiel au point P. Je vais donc multiplier aussi le membre de droite par Q, et je fais apparaître ici rien d'autre que les énergies d'interaction entre cette charge et la charge Q1 et la charge Q2. Ça c'est U1, Q, l'interaction entre la charge d'essai et la charge source Q1, et l'interaction entre la charge source Q2 et la charge d'essai. Donc ce qu'on voit ici, c'est donc que le potentiel au point P, s'il y a plusieurs charges sources, c'est la somme des potentiels générés par les charges sources de manière indépendante.